biso bien. Okoyeba biso bien. Okoyeba biso bien. Okoyeba biso bien. Okoyeba biso bien. Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, le détachement d'honneur de la garde républicaine est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la cérémonie marquant l'audience solennelle et publique de la rentrée judiciaire de la Cour de cassation, exercice 2023-2024. Je vous invite à passer les troupes en revue. Le commandant détachement d'honneur, le colonel diplômé de stratégie de défense, Serge Manga. Avant. Là, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de passer les troupes en revue en tant que commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service ont été promus. kubwa yenye pungi kidogo itaweza kufungua milango yake. Ni kusema kwamba sherehe hiyo ya rentrée judiciaire ambayo wahamzi mbalimbali wataweza hivi kufungua mwanzo ya kazi yao, na katika sherehe hiyo hotuba 3 itaweza kusomwa ya kuangalia namna gani wataweza kufanya kazi yao. Ila mwaliko maalumu ni Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tunamuona pale ameingia katika nyumba ya mikutano ya Palais du Peuple kisha kupata heshima ya kijeshi. Wa kila mwaka kwa kuona mwanzo ya kazi ya rentrée judiciaire wanafanya mkutano mkubwa na kumwalika rais sawa vile kamanda mkuu
wa jeshi ndio anamealikwa kwa kuweza kuandaa katika sherehe ya leo. Ila siku mimi mwenyewe kama vile Oscar Mbale anatoka kusema, tuko na Prince Mupoi na yeye ataweza kuwafasiria katika lugha la Chiluba dini kupitikana hapa ku Palais du Peuple. Oui, Prince Mupoi, n'est-ce pas, en Chiluba. Et yo, si tu veux nous parler un peu en Chiluba, qu'est-ce qui se passe exactement ici au Palais du Peuple? Twasirwabuni Oscar Mbale kutibena tanda boso gablonda chondo ambi shibalala tulmashibwa siga sangizibwa muzubu wa chima mwendo wa Bukalenga katika tokulapa nkashamwa za jimyomyongo Felix Antoine Tsechilombo mano kubwela bokumuna mushindo kutanenda abijujumika la mubiki jibwa kujibako shiba ensemble batulanga bon tubele bwa secours de cassation bokumuna mushindo kangulo muyuki wa bwa chijimu cha bini bijima kuya bijini chisatu bijini makumya bijini ni chinai mujibika la bienzeka ku chijimu ne ku chijimu ni bikacha kuba kulemei kuji basatu mulombo jwa kumujilu wa ku de cassation pashisha chindonda bonso abikira batku basatu bikala ni chakwa kula mei amushinga jimikala chaka ngulo muyuke jimikala musangi shaba ko shibansambu bonso bikala ba tuilangana tumashibwase jambe jimbe chimujibole jamfu mwa jitonga Felix Antoine Tshichilombo mwa kwanta binji jimbe pamone bandu mulula anyi banzuji ababose galtani myandi atuba jitwa kulmen bokumona mushindo kushale ni bimu byako bimanyinu byabo kumukapo nyokajibaka chike munichika cha kutuibwa bokumona mushindo kutwa dija muyuki chena kaya na shitopa mwene Matia Mujibangu wikancha kungushi benatanda muchikoso chena bwalu cha jikaranga jamfu mwa jitonga Felix Antoine Tshichilombo mumwabeo. Voilà, les hauts magistrats, les juges sont en train de prendre place, n'est-ce pas, pour vous dire que la cérémonie va bientôt commencer. Mathieu Mudibangu, je vous rappelle que les chefs de l'État, vous le savez, c'était au mois d'août dernier, le président de la République avait révoqué des magistrats ayant fait l'objet de condamnations judiciaires et qui ne pouvaient plus exercer leurs fonctions conformément au texte disciplinaire régissant la profession. Quelques magistrats du Conseil d'État, par exemple, ont été considérés comme déserteurs de leur poste pour n'avoir pas assisté aux séances de travail de cette juridiction et ont fait l'objet de démissions d'office. N'est-ce pas? Et plusieurs autres magistrats ont été affectés à une juridiction supérieure. Et voilà, c'est pour mettre de l'ordre au sein de l'appareil judiciaire. Et des ordonnances ont été prises à ce sujet. Nous n'en sommes pas encore là. Et aujourd'hui, nous parlons justement de la rentrée judiciaire pour l'exercice 2023-2024 à la Cour des cassations. Je l'ai dit tantôt que la Cour des cassations avait pour mission ou a pour mission d'unifier et de contrôler l'interprétation des lois. Il a comme premier président Ndomba Kabeya Eliléon. Vous le verrez tout à l'heure parce qu'il sera le premier à prononcer les discours, n'est-ce pas? Il sera suivi par le procureur général près cette juridiction qui va prononcer son réquisitoire. Il s'agit de Firmin Mambou Mvondé et s'en suivra la mercuriale, n'est-ce pas? La mercuriale du bâtonnier national, Michel Chebele, qui est bâtonnier national, justement, Michel Chebele Makoba. Il va lire aussi sa mercurielle. Voilà les temps forts qui vont marquer justement cette cérémonie. Mathieu Mudibangu. Natondi Botondi Oscar Mbal Kaï Mbote, Balandia Radio-Télévision congolaise, Kolongwa, le Pongo Yaka Kokoro, toujours misika na Palais du Peuple, na commune ya Lingwala, et Paiwapi, Mokonjamboka, Félix Antoine Tshichilombo. Azuesika na bozongi moko mwalelo ya misala ya bazuzi ya Cour de cassation. Webete misala na misala mi misale maka na lo ina yango esenga kapeta nga bozongeli misala ete bazuzi banso bazala na mokolo moye misala mzaye kozongela ndakisa moko mwalelo mi azomi na motoba sanza zomi obukoto betu bena isato awa au Palais du Peuple et bongisa ndako ya makita ya bakelimi beko to pesa de congrès na molulu monene moye mobenga mi monene azu esika ezali magistrat suprême et kobete azali magistrat yambo okati ekola biso Congo démocratique tata mukonzi ekolo Félix Antoine Tshichilombo tomoni akomi pambate bokomboye loyembo lokumu yekolo e ulaki bapesaki elongonya pelo sako na mampinga
pesika photo ya libota likangemaki elongo na tata mokonzi ekolo bongo bazuzi ya cour de cassation bango bana bazongi bazwi bisika be bango ya mbote mokonzi mboka yingeno kati ndako ya makita pe mululu mofungwama elingo tali sete boni Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azeko pesa penza litomba linene na mbongwana ezala mami atali misala ya bosembo lolenge balobakete bosembo etombola ka ekolo yango Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alingi ezala ba magistrat ya mampinga ezala ya ba civil banso alima okati ya mosala mwa bango turundi mikomiti koleka mokonza boka chaki maboko kati na mikanda yoko ya boyingisi magistrat mosusu ya bobimisi basusu bazui passion ya bango mosala ezeko tali sete mbongwa na solo ezeko monisa makasi lelo tozali wana te tozali na likambo etali bozongeli makita ya cour de cassation baike bakokanisa cour de cassation ezali yoko epimelo na sima ya moninga te cour de cassation ezali cour ya munene okati ekolo ya biso loko ya constitutionnel lokola conseil d'état azali ya mokete azali kutu babengi haute cour de cassation yango wana babengi yango na français haute cour yango ezali wana pona bofandisi mobeko kolamba mobeko kolandela mobeko kosala likambo engebene na mobeko lokwa mobeko mosengi talaka tozali kozila sika ete mululu mobanda masikule maike bokolanda yango tozana bino elongo Oscar Mbalkai. Merci Mathieu Moudibango. L'organisation judiciaire de la Cour de cassation est donc composée du premier président, n'est-ce pas? Nous avons cité tantôt son nom ici, il s'appelle Ndomba Kabea Eli Léon. Donc ça c'est la constitution de la Cour de cassation. Et il est accompagné des présidents des chambres, des conseillers référendaires, des auditeurs, du procureur général, Firmin Vondé, des premiers avocats généraux, des avocats généraux, référendaires, et la liste n'est pas exhaustive, à l'exception du président de la Cour de cassation et du commissaire du gouvernement après la dite Cour, dont l'appartenance au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est un attribut de leurs fonctions respectives. Les membres du Conseil sont élus ou désignés pour une durée de 3 ans renouvelable une fois. Ça c'est la durée justement du mandat des juges de la Cour des cassations. Et voilà, les juges que vous voyez devant vous, devant vos petits écrans, ce sont justement les juges de la Cour des cassations. Ils sont là, ils ont fait une photo de famille avec le chef de l'État à son entrée ici dans le hall du Palais du Peuple. Les juges de la Cour de cassation qui ont un mandat de 3 ans, renouvelable une fois. Et voilà. Donc la rentrée judiciaire de ce jour, donc de la Cour de cassation, pour l'exercice 2023-2024, a comme invité d'honneur, n'est-ce pas, le président de la République, le magistrat suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Selon les us et coutumes, lui ne prend que part, il assiste, il ne prend pas la parole. Et il y aura 3 prises de parole. La première, ça sera donc le discours du premier président de la Cour de cassation, en l'occurrence Ndomba Kabea Eli Léon. Il sera suivi par le mot ou les réquisitoires du procureur général près cette juridiction. Nous avons cité Firmin Mambou Vondé, et enfin ça sera la mercuriale du bâtonnier national, donc du président des avocats, n'est-ce pas? Il s'appelle maître Chebele Makoba Michel. Il a remplacé Matadi Nenga, n'est-ce pas, qui a travaillé pendant plusieurs années à la tête de l'ordre des avocats au niveau national. Voilà, le décor est planté. Nous n'attendons que l'entrée dans l'hémicycle du Palais du Peuple du président de la République, du magistrat suprême, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous signale qu'il est déjà, parce qu'il a un bureau ici à l'Assemblée nationale, il est dans son bureau, en attendant que le protocole ne les convie à entrer dans la salle. Et voilà plusieurs personnalités. Là, c'est Colette Tchomba, n'est-ce pas, qui est à l'Assemblée nationale, députée nationale. Elle est rapporteure adjointe
à l'Assemblée nationale. Il y a les hommes en toge qui sont là, les hauts magistrats et des juges des différentes juridictions qui sont ici présentes pour prendre part à cette cérémonie de rentrée judiciaire de la Cour de cassation pour l'exercice 2023-2024. Nous allons nous rendre dans l'espace Congo central, n'est-ce pas? Nous allons nous rendre dans qui nous a voté à Matadi, à Boma, cette fois-ci avec Geneviève Kumba pour l'Eki Congo. Matondo mingi pangia Moscar samuna mikonge mepesa mu bampangia luzolo betke awa na palais du peuple kisika betke na kuvingila kuvutuka ya kisalu ya cour de cassation betke na kumona mfumu ya insi andina kena kukota samu andi matana kikuma samu kwenda Vwanda pangia. Oui, Geneviève, là c'est l'entrée du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'entrée dans l'hémicycle. Et la manifestation peut donc commencer. Le premier citoyen, les magistrats suprêmes du pays, nous avons cité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de faire son entrée et il prend place à la tribune aux côtés des juges de la Cour de cassation. Et c'est la rentrée, l'audience solennelle. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du Bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs des missions diplomatiques et représentants des organismes internationaux, Monsieur le Premier Président de la Cour de comptes, Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Monsieur le Procureur général de la République du Congo, Monsieur le Président de la Cour suprême de la République du Congo, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés, la cérémonie de ce jour, dans cette mythique salle des congrès du Palais du Peuple, concerne la rentrée judiciaire de la Cour de cassation pour l'exercice 2023-2024. Avec votre autorisation, nous laissons la place au premier président de la Cour de cassation pour l'audience solennelle et publique. Monsieur le Président. L'audience solennelle et publique de la Cour de cassation est ouverte.
Madame le greffier en chef AI, veuillez procéder à la lecture du rôle. Monsieur le Président, un seul point est inscrit dans l'extrait des rôles de l'audience solennelle et publique de ce lundi 16 octobre 2023, à savoir la rentrée judiciaire de la Cour de cassation pour l'exercice 2023-2024. Cette audience va s'articuler autour des points ci-après. Allocation du Monsieur le bâtonnier national, mercurière de Monsieur le procureur général de la Cour de cassation, discours de Monsieur le premier président de la Cour de cassation. L'audience est présidée par Monsieur Ndomba Kabeya Eli Léon, premier président, entouré de Messieurs et Mesdames Mukengule Muderua, Kabaseli Nzembele, Bajana Ngoya, Kombe Kalala, président, Otsudi Wongoti, Zangabe Zialiriwa, Mushinga Bimasha et Bolingo Kani, conseiller, avec le concours du ministère public représenté par M. Vondé Mambou, Firmin, procureur général près la Cour de cassation, et l'assistance de Mme Augustine Zolani, greffier en chef AI. Je vous remercie, Monsieur le Premier Président. Merci. La parole est à Monsieur le bâtonnier national pour son allocution. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Honorables députés et sénateurs, Madame la ministre de la Justice et garde des Sceaux, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Procureur général près la Cour constitutionnelle, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation, Madame la Première Présidente du Conseil d'État, Monsieur le Procureur général près le Conseil d'État, Monsieur le Premier Président de la Haute Cour militaire, Monsieur l'Auditeur général de Forces armées congolaises, Mesdames et Messieurs les magistrats, Mesdames et Messieurs les avocats, mes chers et honorés confrères, Mesdames et Messieurs en vos qualités et titres respectifs. Au terme de l'article 64 de la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, le 15 octobre de chaque année, la Cour de cassation s'est réunie en audience solennelle et publique au cours de laquelle le Premier Président prononce un discours, le procureur général une mercuriale et le bâtonnier près la Cour de cassation une allocution. Le 15 octobre de cette année, tombant un dimanche, l'audience solennelle de la rentrée judiciaire de votre cour a lieu ce jour. Pour cette audience et par ma voix, l'Ordre national des avocats a jugé utile d'aborder encore un sujet à caractère éminemment social, à savoir la pension de retraite du magistrat congolais, plaidoyer pour l'amélioration des conditions de vie du retraité. Pourquoi le choix d'un tel sujet?
Tout simplement parce qu'après la retraite du magistrat, il y a toute une vie. L'avocat est le défenseur de tout le monde, y compris le magistrat lui-même. La magistrature et les barreaux sont deux corps de la même famille judiciaire, mais avec des rôles différents. Et d'ailleurs, les animateurs de ces deux corps viennent de la même faculté, celle de droit. En effet, la vie menée par certains magistrats retraités, ainsi que la fin de leur vie, ne laisse pas indifférent l'Ordre national des avocats. Il est donc naturel que celui-ci s'en préoccupe. L'avocat étant, par sa longue tradition, les défenseurs attitrés de la veuve et de l'orphelin, pour ne pas dire des plus faibles de la société, que deviennent fatalement ces retraités après avoir pourtant, durant leur carrière, décidé de la liberté, de la fortune et parfois même de la vie de leurs semblables. Bien plus, au-delà de l'Ordre national des avocats, le présent sujet devrait intéresser particulièrement les magistrats encore en activité de service, dans la mesure où la retraite constitue la gare normale des destinations de leur carrière. L'Ordre national des avocats s'est réjoui de voir la cérémonie de ce jour s'organiser dans un contexte caractérisé par la volonté affirmée du gouvernement de la République de redorer l'image de marque du pouvoir judiciaire à travers lequel l'État congolais rassure ses citoyens de sa présence permanente dans la fonction distributive de la justice pour tous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je me permets de rappeler à la bonne attention de votre cour que l'année dernière, l'Ordre national des avocats avait émis son souhait le plus ardent de voir le Parlement examiner et adopter le projet de loi sur l'aide légale en vue d'améliorer et d'étoffer le cadre juridique actuel de l'assistance judiciaire, spécialement en ce qui concerne l'obtention d'un conseil prodéo. En attendant cette loi, comment ne pas saluer la promulgation en date du 26 décembre 2022 de la loi numéro 22/065 fixant les principes fondamentaux relatifs à la protection des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité qui, non seulement accorde désormais aux victimes la dispense de paiement de frais de consignation, de justice et d'exécution, ainsi que de droits proportionnels, mais aussi garantit la prise en charge des honoraires des avocats par le Fonds national de réparation des victimes. Abordons le sujet du jour. Je relève que lorsque de jeunes Congolaises et Congolais âgés de 21 à 40 ans postulent et se présentent au concours d'admission pour embrasser la carrière de magistrat, ceux-ci sont animés de l'ambition légitime de gravir tous les échelons et de terminer honorablement leur carrière. Toutefois, se doute-t-il un seul instant que la carrière de magistrat est truffée d'embûches pouvant entraîner des sanctions de tout genre, voire la perte de tout espoir d'une bonne fin de carrière? Je me permets donc ici de féliciter et de rendre hommage aux magistrats retraités et encore plus à ceux d'entre eux qui sont admis à l'honorariat et à l'éméritat, car une telle admission n'est pas toujours évidente. L'honorariat étant le droit pour un ancien magistrat de porter après la cessation définitive de ses fonctions le titre de son dernier grade au moment où intervient la fin de sa carrière. Et l'éméritat étant le droit pour un ancien magistrat de continuer à bénéficier de son dernier traitement d'activité. Comme vous le savez bien, la carrière de magistrat est régie par la loi organique numéro 6/020 du 10 octobre 2006
portant statut de magistrat tel que modifié et complété par la loi organique numéro 15/014 du 1er août 2015. Et au terme de l'article 70 de cette loi, le magistrat est mis à la retraite à la date à laquelle il atteint l'âge de 65 ans, ou lorsqu'il a effectué une carrière de 35 ans de service ininterrompu. Toutefois, en ce qui concerne spécialement le magistrat de la Cour de cassation, du Conseil d'État et des parquets généraux pour ces juridictions, la limite d'âge pour sa retraite est fixée à 70 ans. Dans tous les cas, lorsque le magistrat a atteint l'âge de 55 ans et qu'il a accompli une carrière d'au moins 25 ans de service, il peut faire valoir ses droits à la retraite anticipée. Que dire alors de la pension de retraite qui garantit le reste de la vie du magistrat sur cette terre des hommes? La réponse à cette interrogation est contenue non seulement dans le statut de magistrat, mais également dans la nouvelle loi numéro 22/031 du 15 juillet 2022 portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État, car cette loi, en son article 2.4, s'applique aussi aux magistrats sans préjudice de leur statut particulier. Au titre du statut des magistrats, le magistrat retraité a essentiellement droit à une allocation de fin de carrière exempte de toute imposition, à une pension fixée à 3/4 du dernier traitement mensuel d'activité, sauf lorsqu'il bénéficie de l'éméritat, auquel cas cette pension est égale à son dernier traitement d'activité, à des soins de santé et des frais funéraires pour lui, pour son conjoint et pour ses enfants à sa charge. Et lorsque le barème des traitements des magistrats en activité et de service subit une augmentation, la pension de retraite est revue dans les mêmes proportions. Pour plus de clarté, il faudrait retenir qu'au terme du statut de magistrat, le magistrat retraité bénéficie selon les cas de 3/4 ou de la totalité du traitement attaché à son dernier grade. Il est donc établi que l'amélioration de la pension de retraite perçue au titre du statut de magistrat est totalement dépendante de l'augmentation du traitement des magistrats en activité de service. C'est donc ici l'occasion de saluer particulièrement la volonté et les soucis permanents de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, d'améliorer les conditions du magistrat congolais, tel que rappelé lors de l'ouverture de la session de formation de magistrats nouvellement nommés, avec l'espoir de voir la justice élever notre nation. En effet, l'amélioration des conditions de vie et de rémunération du magistrat en activité de service impactera absolument et nécessairement les conditions de vie et de la pension du magistrat retraité. Le magistrat retraité devrait bénéficier régulièrement non seulement de sa pension de retraite, mais aussi de tous ses droits et avantages sociaux, tels que les soins de santé et les frais funéraires. Comme rappelé plus haut, la pension de retraite du magistrat est également régie par la nouvelle loi du 15 juillet 2022 portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État, applicable aux magistrats déjà définis comme agents publics de l'État par le décret loi numéro 017/2002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'État. Ce régime prévoit une affiliation obligatoire et une retenue à la source sur les revenus des assujettis, qui sont aussi des magistrats. Toutefois, pour bénéficier de la pension de retraite prévue par ce régime, le magistrat doit remplir simultanément les deux conditions suivantes. Avoir atteint l'âge ou l'ancienneté à la retraite conformément au statut qui lui est applicable. Avoir accompli au moins 180 mois de cotisation lors de son admission à la retraite, ce qui implique 15 ans de cotisation.
S'il ne remplit pas la condition de cette durée, l'assujetti dispose d'un droit de rachat des années de cotisation manquantes, rachat qui ne porte au maximum que sur 5 années de cotisation. Ce régime prévoit également que l'assujetti, donc le magistrat, sans pouvoir justifier d'une période d'assurance minimum de 189 mois, bénéficie d'une allocation unique de vieillesse dont le montant est égal à la pension mensuelle à laquelle il aurait eu droit s'il avait totalisé 180 mois d'assurance multiplié par la durée d'assurance effective exprimée en année. Enfin, ce régime prévoit que lorsque le barème de traitement attaché au grade des agents en activité de service subit une augmentation, les pensions et rentes sont également revues. Je me dois de vous avouer que les dispositions de ce régime spécial de sécurité sociale ne s'appliqueront hélas qu'aux jeunes magistrats nouvellement recrutés et éventuellement à ceux de magistrats qui ont encore une vingtaine d'années de carrière, qui pourront ainsi percevoir en réalité 2 pensions de retraite, l'une fondée sur les statuts des magistrats et l'autre sur ce régime spécial de sécurité sociale. C'est donc pour eux une réelle perspective de meilleurs jours de pension, pour autant qu'ils exercent leur carrière dans la droiture et le respect de l'éthique professionnelle. S'agissant spécialement de l'allocation de fin de carrière, exempte de toute imposition prévue à l'article 74 de la loi organique portant statut des magistrats, il faut dire haut et fort qu'il est souhaitable que le magistrat retraité ne fasse plus un parcours de combattant pour obtenir son paiement. Il en est de même en cas de décès du magistrat retraité. Le conjoint survivant a aussi droit à une rente de survie. Et les orphelins aussi ont droit à une rente d'orphelin jusqu'à l'âge de 18 ans. Et par dérogation, pour les orphelins qui poursuivent normalement leurs études ou pour ceux qui sont en apprentissage non rémunéré jusqu'à l'âge de 25 ans. C'est pour toutes ces raisons que la retraite ne devrait pas être vécue comme une fatalité qui frappe la famille du magistrat concerné, mais plutôt comme une simple étape de la vie, pour autant que ses droits et avantages sociaux lui soient régulièrement versés. La nation congolaise, quant à elle, devrait être reconnaissante envers ceux qui ont servi la République avec fidélité, dévouement, dignité, loyauté et intégrité, et ce, au mieux de leur force, depuis leur jeunesse jusqu'au moment de leur fin de carrière. Le magistrat retraité ne devrait pas paraître à nos yeux comme l'oublié de la nation, lui qui a tout donné dans sa noble mission de justice au service de cette nation. Sa grande joie de vivre devrait tirer la source des conditions de vie découlant de ses droits nés de la fin de sa carrière. Il n'est donc pas ici question d'avoir un regard de compassion à l'égard du magistrat retraité, mais plutôt de plaider pour l'amélioration de ses conditions de vie, le paiement régulier de ce qui lui est dû, ainsi que le versement de ses allocations et avantages sociaux. Souvenons-nous de ceux qui ont servi la République et dont la fin de carrière est aussi méritante que l'activité du magistrat encore en service. Le fait de voir le magistrat retraité vivre dignement rassurera davantage le magistrat encore en service, et la retraite ne sera, dans ces conditions, comme dit précédemment, qu'un idéal à atteindre avec sérénité. Puisse ce cri être entendu, afin de voir la pension de retraite du magistrat congolais être améliorée et tous ses droits lui être régulièrement versés, car j'observe, j'affirme et je confirme qu'après la carrière, il y a toute une vie que constitue la retraite. Pour toutes ces raisons et considérations, je plaide pour la reprise des travaux de votre cour.
j'ai dit et je vous remercie. Merci, Monsieur le bâtonnier. La parole est à Monsieur le procureur général près la Cour de cassation pour sa mercuriale. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Je me fais l'honneur de saluer votre présence personnelle en cette salle, à l'occasion de cette cérémonie de rentrée judiciaire de la Cour de cassation, édition 2023-2024. En effet, depuis votre avènement à la magistrature suprême, vous faites de l'état de droit votre cheval de bataille. Au nom de tous les magistrats du ministère public, des agents de l'ordre judiciaire des offices des parquets, ainsi qu'au mien propre, je vous prie d'accepter l'expression de ma profonde gratitude. Le contexte sociopolitique dans lequel intervient la présente rentrée judiciaire est caractérisé au niveau national notamment par la fièvre inhérente à la période préélectorale qui ouvre la voie à la tenue en décembre prochain des élections à tous les niveaux. Notre vœu le plus ardent est de voir le peuple congolais assumer par votre autorité, assumer son destin dans la paix et la cohésion nationale tout au long de cet exercice démocratique. Par ailleurs, nous ne pouvons passer sous silence la nomination par votre autorité en juillet dernier de 2500 nouveaux magistrats en vue d'assurer une meilleure couverture judiciaire territoriale. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Procureur général près cette Cour, ici représenté, et honorés collègues, Madame le Premier Président, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation et honorés collègues, Madame le Premier Président du Conseil d'État et honorés collègues, Monsieur le Procureur général près le Conseil d'État et honorés collègues, Monsieur le Premier Président de la Haute Cour militaire et honorés collègues, Monsieur l'auditeur général des FARDC et honorés collègues, Madame le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats, civils et militaires, Monsieur le Président de la Cour des comptes, Monsieur le Procureur général près cette Cour, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le chef d'état-major général des FARDC, Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, Monsieur le chancelier des ordres nationaux, Monsieur le président de la Commission électorale nationale indépendante, Monsieur le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Monsieur le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Monsieur le président de l'autorité de régulation des postes et télécommunications, Monsieur le président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Monsieur le commandant de la 11e région militaire, Monsieur le commissaire provincial de la police nationale congolaise, Mesdames et Messieurs les mandataires publics, Mesdames et Messieurs les représentants des confessions religieuses, distingués partenaires et représentants des organismes internationaux, Monsieur le bâtonnier national, Monsieur le bourgmestre de la commune de Lingwala, Mesdames et Messieurs les magistrats et très chers collègues, Mesdames et Messieurs les agents et fonctionnaires de l'ordre judiciaire, Mesdames et Messieurs les avocats, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême de la République sœur du Congo, Monsieur le Procureur général près cette Cour de la République
de la République du Congo en face, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, votre présence dans cette auguste salle, en réponse à notre invitation, nous permet de comprendre que les combats en vue de l'amélioration de l'administration de la justice dans notre pays a du prix à vos yeux. Elle est à la fois interpellatrice et rassurante au-delà de l'intérêt bien affiché de votre Excellence, Monsieur le chef de l'État, sur la lutte que vous avez engagée, celle de promouvoir l'état du droit dans notre pays. Soyez-en remerciés. Conformément au prescrit des articles 153, alinéa 1er de la Constitution et 64 de la loi organique, numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences de juridiction de l'ordre judiciaire, le procureur général près la Cour de cassation prononce une mercuriale à l'occasion de la rentrée solennelle de la Cour de cassation tenue le 15 octobre de chaque année. L'année dernière, à la même date, ou à la date d'aujourd'hui -1, j'ai parlé du rôle du ministère public face à la liberté d'expression dans un état de droit pour fustiger la mauvaise conception de cette prérogative de la part de ceux qui la confondent avec le libertinage illimité sans encadrement normatif. Que des commentaires en sens divers après la rentrée judiciaire de l'année écoulée, au cours de laquelle j'avais axé le thème de ma mercuriale sur les libertés d'expression constitutionnellement protégées et l'attitude du ministère public, organe de la loi, à qui il revenait la mission de faire respecter ces dispositions, tant constitutionnelles que légales, qui contiennent en leur sein les limites tout aussi constitutionnelles que légales, qui, une fois franchies, se transforment en libertinage. Les cas vécus des délinquants libertins sont connus, car aujourd'hui ils sont muselés pour certains, tant mieux. Ils sont dans les prisons, espérant qu'ils vont s'amender au sortir de leur lieu carcéral, ou pour d'autres en cavale fugitif, latitant, s'exprimant aujourd'hui par des réseaux sociaux. Dans le même souci de lutter contre les antivaleurs qui émaillent notre société, j'ai choisi de développer ce jour le thème intitulé « Le trafic d'influence en droit positif congolais ». Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, en date du 15 juillet 2023, dans cette salle, votre Excellence avait procédé au lancement de la session de formation des nouveaux magistrats. Dans votre mot de circonstance, vous aviez dit, je vous cite, « Il doit aussi clairement être entendu que les immixtions des personnes non qualifiées à la gestion et à la prise de décision de la justice par des trafics d'influence et autres antivaleurs seront sévèrement sanctionnés. » Fin de citation. La justice a ton coutume de dire est la manifestation vivante de la démocratie et un pilier majeur de l'état de droit. Mais pour qu'elle joue efficacement ce rôle, elle doit être indépendante, impartiale, équitable. Bref, au-dessus de toute forme de pression. Malheureusement, tel n'est pas toujours le cas et chaque jour qui passe apporte la preuve que les décisions judiciaires sont souvent exposées aux tares multiformes, au nombre desquelles figure le trafic d'influence. Le trafic d'influence existe dans divers milieux politiques, administratifs, judiciaires, économiques, etc. Mais ci et là, il passe sournoisement inaperçu, comme s'il s'agissait d'une pratique normale. Hélas. Concernant particulièrement le milieu judiciaire, le trafic d'influence est l'une des pesanteurs qui tire la justice vers le bas et à ce titre, il doit être combattu à différents niveaux du processus judiciaire. Dans les lignes qui suivent, nous allons affirmer que le trafic d'influence constitue une infraction à la loi pénale congolaise, une infraction quelque peu oubliée, voire méconnue du grand public. Le souci de tirer l'attention des justiciables comme des mortels sur ce phénomène aux conséquences néfastes sur l'administration de la justice justifie le choix porté sur ce sujet. Ainsi, nous donnons l'occasion aux uns aux autres de mieux connaître la portée de cette infraction, de se ressaisir et d'agir par la suite en toute responsabilité en évitant de tomber dans les liens de cette incrimination tandis que l'acteur judiciaire aura à cœur de la réprimer avec vigueur. Cela dit, que pouvons-nous entendre par trafic d'influence? Les considérations générales et sociologiques. Dans le sens courant, le trafic d'influence consiste en une intervention indésirable
dans une affaire et qui vise à obtenir de l'autorité une décision favorable au plus fort aux dépens du plus faible. Il est vu comme une antivaleur qui consiste à utiliser sa position sociale pour obtenir un avantage ou une faveur imméritée et soumettre ainsi l'autorité publique à des pressions et intrigues désobligeantes. Dans ce contexte, toute intervention paraît intempestive et suspecte au point qu'il suffit parfois de voir seulement une personne étrangère à l'affaire entrer dans le bureau de l'autorité pour affirmer qu'il y a trafic d'influence. Il s'agit là d'une perception globalisante. La perception juridique, quant à elle, est plus restrictive, comme nous allons le voir plus loin. Il est important de noter que la disposition qui prévoit et punit les trafics d'influence est une loi complémentaire au Code pénal ordinaire. Celle de l'ordonnance de loi numéro 73/10 du 14 février 1973 est insérée au dit Code pour former l'actuel article 150.e. Sont constitutifs d'actes de trafic d'influence des actes énumérés ci-après. Le fait de promettre, d'offrir ou d'accorder à un agent public ou à toute autre personne un avantage indu afin qu'il abuse de son influence, réelle ou supposée, en vue d'obtenir ou de faire obtenir d'une administration ou d'une autorité publique un avantage indu pour l'instigateur initial de l'acte ou pour toute autre personne. C'est aussi le fait pour un agent public ou toute autre personne de solliciter ou d'accepter, directement ou indirectement, un avantage indu pour lui-même ou pour autrui, afin qu'il abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une administration ou d'une autorité publique un avantage indu. Le législateur congolais n'a pas défini de manière expresse cette infraction. La doctrine en a proposé quelques-unes et nous retenons celle insistant à traduire les trafics d'influence comme étant une infraction consistant dans le but ou dans le fait de solliciter ou d'agréer des offres, dons, promesses, présents et avantages quelconques pour soi-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé d'une influence réelle ou supposée dans le but de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. Les trafics d'influence se subdivisent en deux, celui actif et celui passif. Les trafics d'influence actif consistent à rémunérer une telle personne pour qu'elle use ainsi de son influence. Le trafic d'influence actif est donc le fait pour une personne de rémunérer la mise en œuvre de son influence par l'agent concerné. Le trafic d'influence passif est le fait pour cet agent de se laisser acheter pour user de son influence. De ce qui précède, le trafic d'influence présuppose que le comportement attendu de l'intermédiaire n'est pas de son pouvoir et dans le langage populaire, ce dernier est appelé commissionnaire. Les éléments constitutifs de cette infraction sont inhérents à la qualité de l'auteur, qui peut être un privé, une personne privée, et qui peut être aussi une personne publique. Tandis que on doit distinguer pour le trafic d'influence actif, qui consiste dans le fait de promettre, d'offrir ou accorder à un agent public ou à toute autre personne un avantage inclus, indu. Nous donnons ici l'exemple d'une société qui concourt pour un marché de fourniture de biens à l'État. Son dossier est incomplet. Elle verse l'argent à M. B, un personnage bien connu dans le milieu des marchés publics, et lui demande d'abuser de son influence auprès de la commission d'appel d'offres afin que les marchés lui soient nécessairement attribués. Les marchés lui sera attribué au mépris des clauses obligeantes de passation des marchés. Le trafic d'influence aura donc dévié la solution qui aurait dû être trouvée. Le trafic d'influence passif. Ici, l'auteur est la personne qui accepte en contrepartie des offres, promesses et autres dons de jouer l'intermédiaire entre le bénéficiaire et la cible. Exemple. Un monsieur X, qui est un grand commerçant, pour raison de prestige, il a besoin d'une décoration officielle. Informé de cette situation, B,
qui est un fonctionnaire à la chancellerie nationale des ordres nationaux, sollicite et obtient auprès du précité X de l'argent afin de mettre en jeu son influence au sein de la chancellerie pour arracher une décision favorable à X au mépris des conditions prévues par la loi. Là, ce n'est qu'un exemple que j'ai pris, s'il vous plaît. La cible, c'est la personne qui détient le pouvoir de décision et doit être une autorité administrative publique ou judiciaire. La cible, malheureusement, ne tombe pas sous les coups de l'infraction des trafics d'influence qui ne concerne que les deux trafiquants actifs et passifs. Néanmoins, il sera poursuivi des infractions découlant des actes illégaux qu'elle aura posés à la suite de l'influence exercée sur elle. Il en est ainsi si elle était consciente de l'illégalité de l'acte qu'elle posait, arrestation arbitraire, concussion, abstention coupable, etc. Et dans ce cas, les trafiquants actifs et passifs en seront les co-auteurs. L'élément matériel dans le trafic d'influence se caractérise par des promesses, des offres ou des avantages indus. L'avantage indu est constitué par les faveurs énumérées à l'alinéa 2 de l'article 150P du Code pénal livre 2. Il peut s'agir par exemple d'un recrutement, d'une affectation, d'une promotion, du classement sans suite d'un dossier, d'un envoi de dossier en fixation d'audience, d'une arrestation ou d'une libération provisoire ou d'une main levée de la détention préventive, d'un acquittement, d'une condamnation, d'une dispense de paiement de frais de justice, d'une abstention et d'un exercice ou d'un exercice d'une voie de recours en violation de la loi. Alors que la sollicitation, qui est une offre de pacte de trafic d'influence, l'agrément caractérise la conclusion du pacte dont les suites sont à nouveau indifférentes, les délits étant également formels. Pour cela, il est exigé de la personne l'existence qui dispose d'une influence ou qu'elle puisse en aviser. L'influence supposée signifie qu'il importe peu que la personne sollicitée puisse obtenir concrètement l'avantage requis. L'élément moral se retrouve dans l'avantage indu qui est illégal. Le préjudice est beaucoup plus social que matériel en raison du péril que le trafic d'influence fait courir à la moralité. Le régime répressif, l'auteur de cette infraction est puni de 6 mois à 3 ans de servitude pénale et d'une amende de 100 000 à 1 million de francs congolais constant ou d'une de ces peines seulement. L'infraction de trafic d'influence est apparentée à 2 autres infractions. Nous citons la corruption ainsi que l'escroquerie. Les rapprochements les plus significatifs concernent la corruption qui présente un risque sérieux de confusion lors de la qualification des faits en droit. Parmi tant d'autres définitions de la corruption, nous pouvons retenir que c'est le fait pour un agent public de solliciter ou d'agréer des dons, présents ou avantages pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, soit pour un administré et le solliciter dans le même but. La loi distingue entre la corruption passive et la corruption active. La corruption passive est le fait du fonctionnaire qui se laisse acheter pour accomplir un acte de sa fonction, soit pour s'en abstenir, tandis que la corruption active, c'est le fait pour un particulier de promettre, d'offrir ou d'accorder à un agent public, directement ou indirectement, un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions. En définitive, il s'avère que la différence entre la corruption et les trafics d'influence tient à la nature de l'acte apposé en contrepartie. Si l'acte entre dans les prérogatives du décideur public, il s'agit de corruption. Au contraire, si l'acte consiste à user de son influence pour que notre décideur prenne une décision, alors l'infraction est celle de trafic d'influence. S'agissant de l'escroquerie, celle-ci relève d'un ensemble de manœuvres frauduleuses, crédit imaginaire, fausse qualité, etc., alors que dans les trafics d'influence, celle-ci est réelle ou supposée. De cette appréhension du concept trafic d'influence, on peut déduire les méfaits de ces trafics d'influence sur l'administration de la justice. En rappelant quelques principes régissant l'administration de la justice, pour que la justice soit rendue de manière droite, distributive, il faut qu'elle soit indépendante. Il faut qu'elle soit aussi égale pour tout le monde. Il faut
qu'elle soit également impartiale. Le magistrat a aussi le devoir de loyauté en obéissant aux règles, en obéissant aux lois, à l'honneur de la propriété et de la droiture. Les méfaits du trafic d'influence, il soumet l'autorité publique à des pressions et à des intrigues qui risquent à l'évidence selon l'expression d'Antoine Godino, de rendre l'indépendance des institutions judiciaires un leurre. Mais il convient de rappeler et de préciser que le but visé doit être indu, illicite ou illégitime. Ainsi, l'intervention consistant à rétablir l'égalité ou la justice n'est pas un avantage indu. Le trafic d'influence se pratique souvent dans deux phases, la phase préjuridictionnelle et la phase juridictionnelle. Au niveau de la phase préjuridictionnelle, nous y avons l'officier de police judiciaire ainsi que l'officier du ministère public. L'officier du ministère public, selon les dispositions de la loi, dans l'existence de leurs attributions, seuls les procureurs de la République, les procureurs généraux, les procureurs généraux de la République ainsi que leurs substituts ont qualité pour diriger leurs activités par la voie, s'il y a lieu, des officiers de police judiciaire responsables des corps au service auquel ils appartiennent. En aucun cas, ils ne peuvent, et pour quelque motif que ce soit, déférer à un ordre d'aucune autorité leur enjoignant de ne pas poursuivre, d'arrêter, de saisir ou de ne pas exécuter les devoirs auxquels ils sont astreints. Cependant, force est de constater qu'il existe des interférences et des émictions, malheureusement, des chefs hiérarchiques des différents OPJ dans la conduite de leurs enquêtes. S'agissant particulièrement des OPJ nationales de la police nationale congolaise, ils subissent les effets de la double tutelle administrative et judiciaire sous laquelle ils prestent. Légion sont les cas où les chefs hiérarchiques, avec un grade plus élevé que celui de l'OPJ, en arrivent à peser sur la suite à donner à l'enquête et ainsi pousser l'OPJ à prendre une décision non conforme à la loi. Il nous a été donné de constater aussi que certains officiers de police judiciaire ont été habilités moyennant promesse, offre, dont sans connaissance technique requise en violation du principe des compétences. Par ailleurs, les interférences ou les émictions d'autres personnalités ou parents, conjoints, frères et sœurs, amis, influencent largement le comportement de cet agent qui n'a de compte à rendre en principe qu'à l'officier du ministère public. Ces mauvaises pratiques, ces violations entraînent la mauvaise qualité des enquêtes préliminaires qui peut même provoquer la mise en cause de la responsabilité de l'État. Après l'officier de police judiciaire, l'officier du ministère public, les magistrats du parquet, il est placé sous la coupe des trafiquants d'influence et il peut être amené à prendre des décisions en marge de la loi. Donc on constate ainsi des classements injustes sans suite de certains dossiers, la levée inopportune d'une détention, l'envoi néfaste de certains dossiers en fixation, en l'absence d'infraction, ou d'une manière générale à bâcler l'instruction, ce qui est de nature à favoriser l'impunité de certains délinquants. Il existe aussi le trafic d'influence au niveau juridictionnel, à la phase des tribunaux. Là, ce sont les greffiers et les juges. Le greffier s'illustre dans ses pratiques en marge de la loi, notamment la signification irrégulière des exploits, entraînant la lenteur dans la prise de décision judiciaire, l'abstention de procéder à la notification des parties, bloquant ainsi la suite de l'instruction. Plusieurs dossiers se voient ainsi renvoyés au rôle général suite au défaut des parties. Les refus à dessein de délivrer des actes de procédure, la perte intentionnelle des dossiers, des indiscrétions dans la gestion des dossiers, les refus de siéger ou le fait de disparaître pour rendre ainsi la juridiction dans l'impossibilité de siéger, le fait de poser des actes qui ne relèvent pas de sa compétence matérielle ou territoriale. Relevons cependant, comme d'ici haut, que la marge est grande entre l'interpellation et le trafic d'influence. L'interpellation va dans le sens de dire le bon droit. Un monsieur appelle un magistrat ou voit une autorité judiciaire en lui disant « Vous voyez, monsieur le magistrat, si au regard de telles dispositions légales, la position prise par votre compétence ne peut pas fléchir.
Nous ne sommes pas là dans un cas de trafic d'influence. Et monsieur, s'adressant à un magistrat, dit, monsieur le magistrat, mais tel acte que vous avez posé, est-ce qu'il rentre dans la définition réelle telle que prévue par la loi? Ce n'est pas du trafic d'influence. Et là, on va dans le sens pour que la loi ou le droit soit bien dit. Monsieur le procureur général, ne pensez-vous pas qu'il lui fallut procéder d'abord à tel devoir avant de conclure aussi précipitamment que cela a été fait? C'est une interpellation, ce n'est pas du trafic d'influence. Ou, compte tenu du climat social de sérénité, qui risquerait d'être davantage troublé par une décision allant dans ce sens, ne trouvez-vous pas qu'il serait plus indiqué de voir autrement les choses? Là non plus, ce n'est pas du trafic d'influence. C'est une interpellation et rien à voir avec le trafic d'influence. Par contre, le général de l'armée ou le commissaire divisionnaire adjoint s'adressant à un OPJ qui est commissaire, Kangaye, Tikaye, à vos ordres, mon général, c'est du vrai trafic d'influence. Ou alors, tu seras affecté à Kimbelangundu si vous ne faites pas ce que je vous dis de faire. C'est du trafic d'influence. Au sein des offices de parquet, excusez-moi, il existe des magistrats qui sont devenus des chefs coutumiers, qui assument avec beaucoup de dynamisme des trafics d'influence. Ils sont devenus des commissionnaires des partis. Voilà pourquoi au niveau du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, nous avons pris la décision de pouvoir enlever tous ces magistrats de leur lieu où ils sont devenus des chefs coutumiers pour les envoyer là où, nous l'espérons, ils pourront se refaire en vrais magistrats et non pas continuer le travail des commissionnaires. Le juge dit le droit, et là, je me réfère au livre de Deutéronome 16, versets 18 à 20, nous lisons, « Tu établiras des juges et des scribes en chacune des villes que l'Éternel ton Dieu te donne. Pour toutes les tribus, ils jugeront le peuple en des jugements justes. Tu ne feras pas dévier le droit. Tu n'auras égard aux personnes et tu n'accepteras pas de présent, car le présent aveugle les yeux des sages et ruine les causes des justes. C'est la stricte justice que tu rechercheras afin de vivre et de posséder le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Nous avons tiré cet extrait de Deutéronome 16, versets 18 à 20. Malheureusement, les trafics d'influence sur les juges les désorientent et a pour conséquence de prononcer des jugements hors délai, des dépassements larges du délai, la congélation des dossiers qui, comme l'impiodi invendu, traînent pour avoir une décision, la non-motivation, la motivation insuffisante, voire erronée des décisions judiciaires, le silence prolongé et inexpliqué du juge après la prise en délibéré d'une affaire, l'impunité consacrée de certains justiciables. Cela dit que pour nous conclure de tous ces faits qualifiés de trafic d'influence. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression renouvelée de mes hommages les plus différents. Honorables, Excellences, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Avant de clore mon propos de ce jour, permettez-moi de vous rappeler qu'il a porté sur le trafic d'influence en droit positif congolais, alors que de nombreuses décisions de justice sont impactées négativement par cette antivaleur, le trafic d'influence apparaît comme une infraction oubliée, voire méconnue du grand public. Nous avons indiqué le cadre juridique de cette infraction qui se définit en deux volets, le trafic d'influence actif et celui passif. Nous avons développé le sujet en des chapitres consacrés à l'analyse des éléments constitutifs de cette infraction. Nous avons aussi épinglé l'apparentement de cette infraction aux deux autres, la corruption et l'escroquerie. En ma qualité du ministère public au sommet, près les juridictions de l'ordre judiciaire en République démocratique du Congo, j'engage tous les magistrats debout. À ce titre, je dois m'assumer. Et à ce titre aussi, quelques mesures drastiques mises en chantier portent déjà à ce jour quelques fruits.
Et sans désemparer, nous allons devoir continuer. L'appareil judiciaire a pour unique capitaine la Constitution et les lois de la République. Les magistrats ont juré d'obéir à ces lois et à cette Constitution, et ceux du parquet sont appelés organes de la loi. Et fort de cet attribut fonctionnel, il leur est permis d'assurer non pas la sécurité juridique, mais la sécurité judiciaire, par la lutte interne et externe des antivaleurs qui rongent l'appareil judiciaire. Enfin, du législateur, nous attendons le renforcement de la répression des actes de trafic d'influence. À cet égard, nous proposons notamment que les peines complémentaires prévues à l'article 149 du Code bis du Code pénal livre 2 pour la répression de la corruption soient également d'application en ce qui concerne les trafics d'influence dont nous trouvons la répression un peu moindre. Cela d'autant plus que les deux infractions sont intimement apparentées. Conscient que la population de ces pays a soif de justice dans tous les domaines, nous nous disons de ne ménager aucun effort pour apporter notre contribution à l'édification d'un État de droit capable de donner satisfaction aux attentes des uns et des autres. Parce que la sanction assainit aussi les mœurs, une lutte à l'interne est présentement menée au sein du corps. Ministère public et juges véreux sont depuis lors sous le phare de l'Observatoire populaire et des faits réprobateurs infractionnels sont portés à notre connaissance. Et nous pensons que les petits exemples vus à travers la presse où les magistrats ont été mis devant la barre devront inciter tous les collègues magistrats à pouvoir se mettre dans les rangs. Les ministères publics s'engagent davantage dans la lutte contre la sécurité judiciaire, bien que celle-ci soit englobante car couvrant plusieurs ordres juridictionnels. Les ministères publics civils naviguent en gendarme au sein de tous ces ordres dès lors qu'appelés organes de la loi. Le ministère public devra redynamiser son action au-delà des diverses contraintes ou influences dans la répression pénale s'entend, des actes réprobateurs, dont se rendra coupable tout magistrat, j'ai bien dit tout magistrat, quel que soit l'ordre judiciaire auquel il appartient. Les trafiquants d'influence sont à compter parmi les ennemis extérieurs de la bonne administration de la justice, autant que les corrupteurs. Si pour les trafics d'influence, les magistrats sont les victimes, il leur appartient d'opposer toute résistance légale qui devrait aboutir à la dénonciation, puis à la mise en mouvement de l'action publique. La lutte ainsi relancée contre les trafiquants d'influence ne nous fait nullement perdre de vue le combat à l'interne du corps judiciaire, miné lui-même par des antivaleurs intrinsèques. Dans votre discours préappelé, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, vous aviez exprimé clairement le vœu de voir se renouveler le pacte républicain qui appelle à la renaissance de la justice. Ainsi, pour relever la morale des magistrats, au niveau souhaité, la cure de la régénérescence devra se poursuivre graduellement et sans désemparer, là où se dégage la nauséabonde odeur de la corruption, de la concussion et de l'escroquerie. Dans cet ordre d'idées, nous invitons tous les acteurs judiciaires, des offices des parquets, à plus d'engagement, d'intégrité et d'abnégation pour les triomphes de l'idéal de justice auquel nous avons consacré l'essentiel de notre vie professionnelle. Pour le président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, je requiers qu'il plaise à la Cour de cassation de déclarer qu'elle reprend ses travaux. Que vive la République démocratique du Congo et que notre Dieu bénisse notre pays. Je vous remercie. Merci, Monsieur le procureur général. À présent, je prends la parole pour mon discours. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, l'audience solennelle et publique de ce jour répond à l'exigence consignée à l'article 64 alinéa 1 de la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire qui dispose
Le 15 octobre de chaque année, la Cour de cassation se réunit en audience solennelle et publique au cours de laquelle le premier président prononce un discours, le procureur général une mercuriale et les bâtonniers du barreau près la Cour de cassation une allocution. La date précitée ayant été un dimanche, hier donc, cette audience se tient ce lundi 16 octobre, plus prochain jour ouvrable, et ce, en vertu de la loi. À l'orée du présent discours, je rends grâce à l'Éternel Dieu qui incline le cœur du roi pour les privilèges inestimables m'accordés de présider aux destinées de la Cour de cassation, la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire de notre pays. Aussi, permettez-moi, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, de vous témoigner ma profonde gratitude, car votre plus haute autorité a daigné faire confiance à ma modeste personne, en me confiant la lourde mission de redorer les blasons longtemps ternis de la justice au sein du dit ordre. Confiant aux saintes écritures de la Bible, qui proclame dans Proverbes, chapitre 14, verset 34, je cite, « La justice élève une nation », vous avez tenu, en votre qualité de garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire, à honorer de votre haute présence l'audience solennelle et publique de ce jour, perçue par la magistrature congolaise tout entière comme symbole fort de votre engagement d'ouvrir une nouvelle page de la justice. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Président du Conseil supérieur de la magistrature, Madame et Messieurs les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature et honorés collègues, à ce stade, permettez-moi de saluer la présence de mes honorés collègues qui nous ont fait l'honneur de traverser le majestueux fleuve Congo pour assister à cette audience. Il s'agit respectivement de Messieurs Henri Bouka, premier président de la Cour suprême de la République du Congo, et de Messieurs Théophile Mbiti, procureur général près cette cour, à qui je demande de se tenir debout pour recevoir nos salutations. Monsieur le Premier Président et honorés collègues, Monsieur le Procureur général et honorés collègues, votre présence marque l'importance du dialogue des juges du fait de l'appartenance de nos cours respectives à l'association des hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l'usage du français. Davantage, et nous nous en félicitons, elle traduit l'importance des liens de fraternité qui unissent nos deux pays respectifs, la République du Congo et la République démocratique du Congo, ainsi que nos deux chefs d'État, leurs excellences, Denis Sassou Nguesso et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui partagent les mêmes valeurs sur le rôle de la justice dans un État de droit. Honorables députés, nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Madame le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Messieurs le Président de la Cour des comptes, Messieurs le Procureur général près cette Cour, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats civils et militaires, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le Président de la Commission électorale nationale indépendante, Monsieur le Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Monsieur le Président de la Commission nationale des droits de l'homme, Monsieur le Président du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques et consulaires, Messieurs le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, Messieurs les chanceliers des ordres nationaux, Messieurs les bâtonniers nationaux, Messieurs le président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Messieurs le commandant de la 11e région militaire, Monsieur le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, Monsieur le bourgmestre de la commune de Lingwala, Mesdames et Messieurs
les chefs de religion, des confessions religieuses, mesdames et messieurs les magistrats et chers collègues, mesdames et messieurs les hauts fonctionnaires et agents de l'administration de l'ordre judiciaire, mesdames et messieurs les avocats, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Qu'il me soit permis de saluer chaleureusement votre présence à cette audience solennelle et publique et de vous remercier pour votre attachement aux activités de la Cour de cassation. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression réitérée de mes hommages les plus différents. Il est un principe à valeur constitutionnelle selon lequel la justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple. Mais le paradoxe est saisissant. Comment comprendre que le peuple congolais au nom duquel elle est rendue s'en méfie en même temps? D'où la crise de la justice dont on parle depuis longtemps. À ce sujet, Jean-Claude Manguedi, ancien magistrat français, a écrit « La qualité de la justice et la confiance que les citoyens placent en elle ne manquent pas de réjaillir sur l'image qu'ils se font de leur démocratie. Mais, parce que la justice constitue une institution régalienne, elle partage en retour, indépendamment de ses qualités ou de ses défauts propres, la faveur ou la défaveur dont l'État est l'objet et la confiance ou la suspicion qu'il suscite. » Contrairement à l'idée répandue par Denis Salas, d'après laquelle le monde judiciaire ressemble à un bois tordu qu'on parvient difficilement à redresser car il a poussé ainsi au fil des ans, je pense qu'il est possible de relever le défi de la crise de la justice fort d'une flamme d'espérance de sa refondation allumée par votre Excellence. En effet, c'est dans ce contexte que j'accède à la lourde fonction de premier président de la Cour de cassation. J'ai la conviction que ce défi n'est nullement au-dessus de notre commune volonté de restituer à l'ordre judiciaire ses lettres de noblesse. C'est pourquoi je pense, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, accompagner vos efforts en inscrivant au cœur de ma réflexion de ce jour le thème suivant: les obstacles à la justice, facteurs du sous-développement. Dans son ouvrage intitulé « La colère et le courage, plaidoyer contre la corruption pour une république éthique », Jean-Christophe Picard pense qu'en démocratie, lorsque l'on ne fait pas partie de la solution, on fait partie du problème. Et paraphrasant Gandhi, il ajoute: celui qui voit un problème et qui ne fait rien fait partie du problème. Pour ma part, j'ai pris la juste mesure des alertes lancées par nos concitoyens, relayées par votre Excellence dans votre communication à la 113e réunion du Conseil des ministres du 15 septembre 2023 relative à la lutte contre les antivaleurs et à la capitalisation des réformes dans le système judiciaire. Par-delà cette interpellation, j'ai perçu le problème et je me suis résolu de faire partie de la solution. À cet effet, mon présent discours n'a pas vocation de s'inscrire dans la tradition d'un exposé académique sur un sujet de droit donné. Il est plutôt question d'une perception pratique et concrète de la responsabilité non seulement des acteurs judiciaires et non judiciaires, mais aussi, à certains égards, du législateur dans la déliquescence de la justice congolaise. Ainsi, mon intervention se décline en 2 chapitres. Le premier présentera de manière non exhaustive les principaux obstacles à la justice et le second, quant à lui, sera constitué de réponses sous forme de suggestions pour redresser notre justice. Et il s'en suivra naturellement une conclusion résumant l'essentiel de ma communication. Définition des concepts et identification des obstacles à la justice. Sans m'attarder sur la définition des concepts justice et sous-développement, il me semble pertinent de me limiter ici à identifier quelques obstacles à la justice, car ils sont multiples et variés, dont les plus récurrents sont ceux que vous avez qualifiés sous peu de cancer de la corruption, qu'il faut à tout prix combattre comme nous combattons la maladie
comme nous combattons la famine, l'indiscipline, le trafic d'influence et les moyens dérisoires alloués au pouvoir judiciaire pour son fonctionnement, ainsi que dans une certaine mesure, quelques dispositions légales qui suscitent des difficultés. En ce qui concerne la corruption comme premier facteur, l'état des lieux sur l'administration de la justice congolaise révèle une antivaleur transversale dans les chefs de tous les acteurs judiciaires, à savoir la corruption. À charge des magistrats, la corruption est caractérisée notamment par le comportement ci-après. 1. Mise dans les tiroirs des dossiers pris en délibéré ou communiqués pour avis, et ce, dans l'attente des sollicitations des justiciables. 2. Réouverture des débats fantaisistes, faute pour les justiciables de n'avoir pas tenu les promesses de corruption faites. 3. Privation de liberté par des placements systématiques sous mandat d'arrêt provisoire en violation des conditions légalement fixées et selon toute évidence pour des considérations étrangères à une bonne administration de la justice. 4. Confection de faux jugements en matière immobilière ou foncière en participation criminelle avec des réseaux mafieux impliquant greffiers, avocats, conservateurs des titres immobiliers, agents du cadastre ou de l'urbanisme et habitat, notaires, etc. 5. Favoritisme de certains chefs de juridiction ou d'office de parquet à l'égard de certains magistrats, appelés magistrats de confiance, non pas pour un travail de qualité qu'ils abattent, mais plutôt pour leur rapporter les fruits de la corruption. 6. Prise en compte de faux arrêtés de désaffectation des biens immobiliers du domaine public ou privé de l'État confectionnés dans les réseaux criminels dont ils font partie en vue de leur aliénation. À charge des agents de l'ordre judiciaire et des huissiers indépendants qui sont également opérateurs judiciaires, la corruption est à l'origine notamment des comportements suivants. Primo, dénaturation délibérée des déclarations des parties consignées dans les procès-verbaux d'audience dans le but de favoriser l'une d'elles. Secondo, signification des exploits, des procédures et des décisions judiciaires à des adresses et ou aux parties imaginaires de connivence avec des justiciables de mauvaise foi pour en tirer un avantage illicite. Tertio, soustraction des pièces importantes des dossiers judiciaires en complicité avec les avocats aux fins de conduire les juges à dire le droit sur base de fausses orientations et ainsi faire passer sur ces derniers des présomptions de corruption. Quarto, les faits d'acter des appels ou des pourvois en cassation sans production de la décision rendue conformément aux articles 21 de la Constitution, 87 du Code de procédure pénale, 23 et 24 du Code de procédure civile qui prescrivent que tout jugement doit être écrit, motivé, signé par les juges qui l'ont rendu, ainsi que le greffier, indiquer le nom de l'officier du ministère public qui a assisté à l'audience et la date à laquelle il a été rendu. Quinto, garde à vue au-delà du délai légal de 48 heures dans le but d'extorquer des aveux, de l'argent, des signatures, des promesses, et j'en passe. Sexto, enfin, pour de fausses qualités et insignes, le plus souvent en vue de se faire passer pour des magistrats dans le but de rançonner les justiciables. La plupart de nos greffiers huissiers dans leur quartier et même des bénévoles se font appeler magistrats à cette fin. À charge des avocats, une autre catégorie des opérateurs judiciaires, la corruption bat en brèche la noblesse de leur profession au regard notamment des exemples ci-après. Premièrement, la sollicitation et l'obtention des moyens de la corruption auprès de leurs clients appelés impudiquement dans leur jargon moyens non communicables entre parties mais destinés aux magistrats. Deuxièmement, la rédaction des décisions judiciaires à faire endosser par des magistrats moyennant corruption
et ou promesse de partage des avantages illégaux et illicites. J'en viens au deuxième facteur après la corruption, c'est l'indiscipline. Cette seconde antivaleur majeure, obstacle à la justice, qui est l'indiscipline des magistrats et des agents de l'ordre judiciaire. À charge des magistrats, les fautes disciplinaires d'une extrême gravité peuvent être illustrées notamment par les manquements ci-dessous. 1. Manquement au devoir de diligence, traduit par l'effet de délais déraisonnables dans les prononcés de décisions judiciaires au point que dans les jargons du palais, certains juges sont qualifiés de congélateurs ou de chambres froides parce qu'ils gardent des dossiers pris en délibéré pendant des mois, voire des années. 2. Manquement à l'obligation de loyauté à l'égard de la hiérarchie, caractérisé notamment par le non-respect des instructions souvent réitérées quant aux heures de début des audiences et ou des plénières, car au lieu de 9h ou 10h, comme prévu par la loi, elle commence parfois à des heures indéterminées. 3. Manquement à l'exigence d'honneur et de dignité, consistant entre autres dans la conduite en état d'ivresse, la consommation de boissons fortement alcoolisées dans une habitude d'intempérance persistante et plus gravement, chargé d'encadrer les étudiants et les étudiantes à l'occasion des stages académiques, à les harceler sexuellement, voire à adopter les comportements déviants envers leurs collègues de sexe opposé ou de même sexe, le fait de partager dans les réseaux sociaux des informations ou des images incompatibles à l'honneur et à la dignité de leurs fonctions. 4. Manquement au devoir de probité, basé notamment sur le fait d'entretenir des relations amicales avec les musiciens, lesquels peuvent s'avérer incompatibles avec la profession. Je fais allusion au phénomène Libanga. 5. Enfin, manquement au devoir de réserve, basé sur le fait de mettre en public des opinions politiques et ou sportives, voire même sur des dossiers en cours de traitement, à charge des agents de l'ordre judiciaire. À l'instar des magistrats, les agents de l'ordre judiciaire se rendent également coupables de plusieurs manquements constitutifs de fautes qui impactent sur la bonne administration de la justice, sous l'œil impuissant de leurs chefs hiérarchiques qui détiennent sur eux le pouvoir disciplinaire. À titre illustratif, ils se rendent coupables notamment des manquements ci-après. 1. Inexécution des devoirs prescrits lors des audiences. 2. Non prise en compte des observations formulées lors des inspections. 3. Transmission des extraits de rôle au parquet hors délai. 4. Transmission tardive des dossiers communiqués au ministère public pour avis. Et enfin 5. Transmission tardive des dossiers pris en délibéré à la chambre de jugement. En ce qui concerne le trafic d'influence des acteurs non judiciaires comme facteur obstacle à la justice, les obstacles à la justice ne sont pas uniquement imputables aux acteurs judiciaires, mais également à ceux non judiciaires qui, eux, opèrent souvent dans l'ombre en recourant au trafic d'influence qui constitue une infraction, comme vient de le dire M. le procureur général de la Cour de cassation dans sa mercuriale. Moyennant un autre facteur, ce sont les moyens financiers dérisoires alloués au pouvoir judiciaire. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression renouvelée de mes hommages les plus déférents. Lors de votre allocution, à l'occasion de l'ouverture de la session de formation de 2500 nouveaux magistrats civils et militaires le 15 juillet 2023, vous avez rappelé, par conviction et dans votre vision de bâtir un état de droit, le rôle primordial assigné et attendu de la justice dans le relèvement et le développement de notre nation. Aussi, tout en affirmant que sans la justice, il n'y a pas de développement, vous avez engagé le gouvernement de la République à travailler avec le Conseil supérieur de la magistrature, organe de gestion du pouvoir judiciaire, de doter celui-ci des moyens adéquats
pour notamment le fonctionnement des juridictions et d'offices des parquets, l'amélioration du traitement des magistrats, les frais de mutation des primes des brousses et surtout la prise en charge médicale et le fonctionnement des chambres de discipline. Tout en espérant que cette en cours d'examen au Parlement, il y a lieu, à mon humble avis, d'identifier à titre indicatif quelques obstacles auxquels notre justice est confrontée, tant au niveau humain que matériel. Au niveau humain, s'agissant des magistrats, leur déploiement dans différents ressorts est tributaire des moyens financiers. Quant aux personnes... qui est approché pour être corrompu peut utiliser ces moyens pour amener des preuves et ainsi dénoncer toute velléité de corruption et décourager les corrupteurs et les corrompus. Par ailleurs, je pense aussi à l'approche préventive dans laquelle je me suis investi depuis la prise de mes fonctions par la sensibilisation dans tous les ressorts judiciaires en impliquant tous les chefs de juridiction, les agents de l'ordre judiciaire, les barreaux ainsi que les partenaires techniques et financiers du secteur de la justice. Relativement à l'indiscipline, je souscris à l'idée de la réactivation
des chambres disciplinaires en ce qui concerne les magistrats, comme vous l'avez souhaité. C'est ici le lieu pour moi de saluer, Excellence, Monsieur le Président de la République, votre recommandation faite lors de la 113e réunion du Conseil des ministres, si haut rappelé, au cours de laquelle votre haute autorité a d'une part réitéré le vœu de l'instauration de la sanction qui requiert un fonctionnement efficient des chambres de discipline au sein du Conseil supérieur de la magistrature et d'autre part, charger le gouvernement à travers les ministères du budget et des finances de tout mettre en œuvre pour la matérialisation de cette recommandation. Aussi, en ce qui concerne les agents de l'ordre judiciaire, il est utile et urgent de revisiter les dispositions statutaires relatives à leur régime disciplinaire afin d'instituer la possibilité pour les chefs de juridiction ou d'office des parquets de constater toute faute disciplinaire à leur charge et d'enclencher la procédure à leur égard. En contrepartie, il va de soi que la responsabilité de ces derniers soit aussi engagée en cas d'abus ou d'excès de pouvoir. Au sujet des moyens financiers alloués au pouvoir judiciaire, je suis d'avis que la mise en œuvre de l'article 149 alinéa 5 de la Constitution sur son autonomie budgétaire par la mise à disposition d'une dotation propre et de nature à résorber les obstacles identifiés à cet effet. En outre, concernant la spoliation du patrimoine foncier et immobilier affecté au pouvoir judiciaire, la création au sein de votre cabinet, par l'ordonnance numéro 22/077 du 27 juin 2022, d'un service spécialisé dénommé Agence nationale pour la protection du patrimoine immobilier de l'État, ANPPIE en sigle, constitue une réponse idoine. Sur ce point, je pense qu'il peut être envisagé la possibilité de récupérer certaines maisons de l'État mises en vente, car, dit-on, qui achète mal n'achète rien du tout et que la fraude corrompt tout. Au sujet des textes légaux, disais-je, sur les immunités de poursuite, il y a urgence de faire évoluer les règles de procédure afin de donner un contenu réel à l'état de droit et ainsi éviter que l'inflation des immunités donne l'impression d'une singulière tolérance à l'égard des dirigeants irresponsables qui ne sont pas dans l'exemplarité qu'impose leur fonction. Sur les renvois à des juridictions pour cause de suspicion légitime, il paraît conforme à la bonne administration de la justice de consacrer le caractère exceptionnel de cette procédure. D'abord, introduire les principes selon lesquels requête sur requête ne vaut, en ce qu'il ne peut être introduit par une même partie plus d'une requête en renvoi des juridictions de la même cause, et ensuite porter le montant de l'amende de 500 000 à 50 millions de francs congolais en cas de non-fondement de la requête afin de dissuader les justiciables et les avocats qui abusent dans le seul but de paralyser la procédure. Mais en attendant une réforme législative en ce sens, il y a lieu pour la Cour de cassation de rendre un arrêt de principe décrétant d'une part l'irrecevabilité de la requête lorsqu'elle concerne les mêmes parties et les mêmes objets, et d'autre part de déclencher sa compétence, de décliner sa compétence et de ne pas donner acte du dépôt de la requête lorsqu'elle vise une procédure pendante devant une chambre de discipline du Conseil supérieur de la magistrature. De même, à la suite de l'irrecevabilité d'une requête pour défaut de mandat donné à un avocat, réitération abusive par celui-ci de la même requête ou en cas de dérobade à la procédure après avoir obtenu un arrêt de donner acte, il s'impose à chacun le devoir de dénoncer ces faits, le cas échéant aux différents conseils de l'ordre des avocats en vue de réguler au plan disciplinaire ces comportements malicieux. Sur l'impossibilité de composer les sièges en cas de carence des juges de paix, je suggère d'instituer au profit du tribunal de paix la possibilité d'assumer au titre de juge un magistrat du parquet, un avocat ou défenseur judiciaire, comme cela est du reste le cas pour le tribunal de grande instance. En outre,
il y a lieu d'envisager une modification législative en vue de revenir à la composition à juge unique des tribunaux de paix, celui-ci offrant plusieurs avantages comme au temps où il était d'application, la collégialité du siège s'étant révélée contre-productive. En guise de conclusion, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression renouvelée de mes hommages les plus déférents, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, en vous entretenant sur le thème « Les obstacles à la justice, facteurs du sous-développement », j'ai démontré que la qualité de la justice d'un pays est un indicateur de son degré de développement. À cet effet, il me paraissait nécessaire de passer en revue les obstacles tant au niveau des acteurs judiciaires et non judiciaires, des moyens dérisoires alloués au pouvoir judiciaire ainsi qu'au niveau de certaines dispositions légales. De mon analyse, il s'avère que plusieurs antivaleurs, dont la corruption, est la principale gangrène la justice congolaise. Ce constat amer m'a amené à proposer des pistes de solutions pour encourager la dénonciation soutenue par des preuves en vue de faciliter la sanction des auteurs de la corruption. Une emphase a été faite sur la mécanisation et le mécanisme de la prévention de la corruption au sein de l'ordre judiciaire, dans laquelle je me suis d'ores et déjà engagé par la sensibilisation des magistrats et des agents. Le manque de sanctions disciplinaires a également retenu mon attention. À ce sujet, j'ai soutenu la réactivation des chambres disciplinaires quant aux magistrats qui ne s'accommodent pas aux règles statutaires et déontologiques régissant notre profession. De même, pour renforcer la discipline dans les rangs des agents de l'ordre judiciaire, j'ai proposé la révisitation de leur statut afin de conférer aux chefs de juridiction ou aux fils de parquet le pouvoir disciplinaire à leur égard en les rendant tout aussi responsables des éventuels abus et excès de pouvoir. S'agissant des immunités et des poursuites, du renvoi des juridictions pour cause de suspicion légitime et de la composition du siège au niveau du tribunal de paix, qui constitue, à n'en point douter, les obstacles majeurs à la justice, j'ai formulé les propositions tendant à la révision des dispositions légales s'y rapportant. Un seul doigt ne pouvant laver la figure, dit-on, je sollicite l'implication effective des autres pouvoirs d'abord, le pouvoir législatif, et ensuite au pouvoir exécutif pour disponibiliser les moyens financiers alloués au pouvoir judiciaire. Sur ce, la Cour de cassation reprend ses activités pour l'exercice 2023-2024. Que Dieu bénisse la nation congolaise. Je vous remercie. Plus rien n'étant au rôle, l'audience de rentrée judiciaire de la Cour de cassation est levée et la parole est accordée au protocole pour les dispositions pratiques. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Ainsi prend fin la cérémonie d'aujourd'hui et un cocktail est prévu pour les invités dans la salle des banquets et dans le balcon pour les autres. Hymne national.
Ainsi prend fin la cérémonie de la rentrée judiciaire de la Cour de cassation pour l'exercice 2023-2024. Une rentrée judiciaire sanctionnée par 3 allocutions. La première, celle du bâtonnier national Michel Chebele Makoba, qui a, dans son allocution, attiré l'attention de l'assistance, notamment du magistrat suprême, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la retraite des magistrats congolais. Il a plaidé pour une retraite honorable et en même temps pour l'amélioration des conditions de vie des magistrats. Là, c'est le président de la République qui quitte la salle des congrès du palais du peuple, n'est-ce pas? Et la vie des magistrats retraités, tout comme ceux en fonction, doit donc mériter une attention toute particulière, n'est-ce pas? Le président de la République qui est en train de quitter la salle de congrès du Palais du Peuple, où a eu lieu, vous l'avez suivi en direct sur nos antennes, la rentrée judiciaire de la Cour de cassation pour l'exercice 2023-2024. L'amélioration donc des conditions de vie des magistrats va aussi améliorer les conditions en même temps de vie des magistrats retraités, parce qu'il y a une incidence. Quand on ajoute les avantages pour les magistrats en fonction, même ceux-là qui sont retraités, ils en bénéficient. Le deuxième mot ou la deuxième allocution, elle a été, donc c'est celle du procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé. Lui, il a poussé la réflexion très haut, n'est-ce pas, sur le terme trafic d'influence. Souvent, on n'en fait pas cas, mais ça existe dans nos milieux, autour de nous, le trafic d'influence qu'il a considéré comme étant une intervention défavorable du plus fort au plus faible, toute intervention d'une personne étrangère dans un dossier pour faire profiter les avantages à une tierce partie. Et cela est punissable par la loi congolaise avec une peine de servitude pénale principale de 6 mois de prison ou plus. Il a estimé que c'était trop peu au regard justement de cette infraction. Il a également fait mention de la corruption qui peut être passive ou active. Quand quelqu'un se laisse acheter pour accomplir ou pas un acte, là c'est punissable par la loi. Là c'est ce qu'il a qualifié de la corruption. Il a parlé également de l'escroquerie. Donc tu seras, quand quelqu'un est affecté à un endroit, il vient, il propose des choses qui sont contre nature et pour soutirer des bénéfices, un gain. Et là c'est ce qu'il a qualifié d'escroquerie. Et enfin le premier président de la Cour de cassation, c'est lui donc qui a bouclé la boucle avec pratiquement un discours magistral, n'est-ce pas? Il a parlé de beaucoup de choses qu'il faudra retenir ici. Et le premier président, il a demandé justement à ce que la justice soit dite. Il a même fait référence à la Bible, n'est-ce pas? Il a fait référence à la Bible dans Deutéronome chapitre 16, le verset 18 à 20. Et il a demandé à ce que les jugements ou la justice soient rendus sans faire allusion à l'apparence, sans des interférences extérieures, à la lumière donc de la Bible. Voilà, pour clôturer, je vais faire un petit tour de table avec nos amis qui sont autour de nous ici. Je prends Feza Kalongola, Geneviève Kumba pour le Kikongo. Rapidement, en 2 mots, vous nous résumez cette rentrée judiciaire.
seleka bet mekatuka na kulanda batu tatu amvimba mekatuka na kusala kupesa bampova na kati ya nkinzi yai ya ntete ya vuandaka batonier national Michel Chebele ina tendulaka na mutindu ya luzingu ya ba magistra kanani ngena kusala ti andi baka retraite andi tendulaka yao ya zole ya vuandaka pova ya general procureur general Mvonde Mambu ina tendulaka diambu metadila na tangu ya kusambisa baina ankara ke nataka mutu samna kumonisa ti diambu yake ya mutu kingandi mutindu bake bokilaka na luputu trafic d'influence andi tendulaka yao mingi yake ya kufuana ve na kati ya bisalu ya ibegena kusala atako kupesa madezo abana to kuvunina ba mambu yake diambu yina andi tendulaka metendulila katikati ya pangi nandi na vuandaka na kati ya nkinzi yai ntwadisi kena kutwadisa kura cassation andi pediaka andi kondwaka ve kutendula mutindu luzingu kena kuzingila ba magistrat na kati ya kisalo abao. Nous sommes en train de terminer cette retransmission en direct Feza Kalongola en 1 minute. Ndio ni kusema kwamba tunafika mwisho wa sherehe ya leo ya kurudi kwa kazi ya Korti ya Cassation ya mwaka 2023 hadi mwaka 2024. Tunatoka kufuata hotuba 3. Ya kwanza ilikuwa ya batonier, ya pili ilikuwa ya muamzi mkuu na ya mwisho ilikuwa ya presidenti wa kwanza wa Korti ya Cassation Oscar Mbali. Voilà, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis à partir du Palais du Peuple, de la salle de congrès où a eu lieu la